Bonjour et bienvenue dans la Griotte Vagabonde, le podcast qui vous fait vagabonder dans l'histoire de l'Afrique et ses diasporas. Je m'appelle Isis, je suis une Martiniquaise, tombée amoureuse de l'Afrique de l'Ouest. Je suis aussi apprentie chercheuse en histoire à l'école des hautes études en sciences sociales. Je suis, surtout, une éternelle amoureuse de la connaissance et des arts. Si vous le permettez, le temps d'une émission, je serai votre griotte. À l'instar de cette corporation ancestrale de l'Empire Mandingue, qui depuis des siècles conte l'histoire au rythme de la kora et du balafon, c'est un double voyage que je vous invite. Un voyage éducatif, d'une part, avec la découverte de pans méconnus de la riche et longue histoire commune qui lie l'Afrique aux sociétés afrodescendantes des Amériques et de la Caraïbe. Un voyage poétique, d'autre part, avec en fin d'émission une incursion dans le monde sensible d'un ou d'une artiste, préférentiellement femme, afrodescendante et qui explore, dans ses créations, les questions d'identité, de féminité, de spiritualité, de transmission et de mémoire. Alors, installez-vous et bon voyage. Musique du générique avec l'aimable autorisation de l'auteur Alan Oulé de Ali Boulo Santo Sissoko. L'islam, une religion qui dans la Caraïbe a tendance à susciter méfiance, incompréhension et nombreux stéréotypes. Dans nos sociétés afro-caribéennes christianisées, l'islam, c'est l'altérité, c'est l'ailleurs. Nos communautés perçoivent généralement cette religion et ses pratiquants comme une importation extérieure, un phénomène récent, sans le moindre rattachement à nos histoires et nos cultures. Pourtant, l'islam a été présent sur les terres caribéennes et américaines dès les débuts de la colonisation, par le biais d'un peu plus d'1 million de Ouest-Africains de confession musulmane qui ont été déportés en esclavage entre le XVIe et le XIXe siècle et qui ont largement contribué à la formation de nos cultures afrodescendantes. L'histoire que je m'apprête à vous conter nous fait voyager sur 4 siècles et a pour point de départ les rives des côtes sénégambiennes et guinéennes. C'est une histoire de souffrance, de déracinement et d'acculturation. Mais c'est aussi une incroyable histoire de résilience, d'ingéniosité, de courage, d'adaptation et de survie. En cela, tellement emblématique de nos sociétés afrodescendantes. C'est l'histoire d'une Oumma, telle qu'on appelle la communauté des croyants dans l'islam, qui a transcendé la distance géographique, les clivages ethniques et linguistiques, et a tenté de survivre à l'un des épisodes les plus douloureux et traumatiques de l'histoire de l'humanité. Ces hommes et ces femmes étaient Peul, Wolof, Mandingue, Soussou, Haoussa, Yoruba, et originaires des actuels Mali, Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée et Nigeria. Ils ont été arrachés à leurs terres, à leur famille et leur communauté, à leur monde culturel et conceptuel. Mais ils ont continué à les faire vivre, tant bien que mal, de l'autre côté de l'Atlantique. Les informations que vous allez entendre dans cet épisode sont tirées du travail de l'historienne franco-sénégalaise Sylviane Diouf et de son ouvrage absolument fascinant qui s'intitule Servants of Allah, African Muslims Enslaved in the Americas. En français, Serviteurs d'Allah, les musulmans africains mis en esclavage aux Amériques. Un ouvrage majeur, paru en 1998, aux presses de l'Université de New York, et que j'ai pris un plaisir absolument fou à lire, et que je vous recommande très chaudement si vous êtes à l'aise en anglais. Malheureusement, il n'a toujours pas été traduit en français à ce jour, and that's a real shame. Mais c'est justement ce genre de pépites qui me motive à partager avec vous dans la griotte vagabonde, pour que ces travaux ne restent pas cantonnés à des cercles restreints d'universitaires, mais soient accessibles à un plus grand public, en particulier au public francophone qui en a grand besoin.
Les esclaves musulmans qui ont été déportés aux Amériques et dans la Caraïbe sont pour les historiens de l'esclavage un cas tout à fait exceptionnel et fascinant, et ce pour deux raisons. Premièrement, comme nous allons le voir dans cet épisode, les esclaves musulmans étaient pour beaucoup d'entre eux alphabétisés, en arabe. Ils savaient lire et écrire, et ils ont donc laissé un nombre non négligeable de témoignages écrits sur leur vie en servitude. Je vais notamment, dans cet épisode, vous parler de plusieurs de ces témoignages passionnants, comme par exemple celui exceptionnel d'Abdul Rahman Ibrahima Sori, un prince peul de l'empire du Fouta Djallon dans l'actuelle Guinée, qui en 1788 fut capturé et vendu comme esclave aux États-Unis, où il passa près de 40 années en captivité, avant de réussir, au terme de nombreuses péripéties, non seulement à obtenir sa liberté, mais aussi, fait très rare, à regagner les côtes africaines. Je vous parlerai aussi notamment de la trajectoire de Mohamed Kaba, un érudit mandingue, également originaire du Fouta Djallon, qui fut déporté vers 1777 à la Jamaïque, où malgré sa condition d'esclave, il tenta de persister dans ses activités érudites et rédigea même un traité de droit islamique de 50 pages, à visée éducative et rattaché à la doctrine de la confrérie soufie Qadiriyya. Un document d'archives absolument exceptionnel, mais qui est loin d'être unique. Les archives révèlent en effet l'existence, aux Amériques et dans la Caraïbe, de véritables réseaux secrets d'écoles coraniques, et plus largement, de communautés d'esclaves musulmans qui ont tenté de préserver leur foi et leur culture dans la clandestinité. La deuxième raison pour laquelle ces esclaves musulmans constituent un cas absolument fascinant et exceptionnel pour les historiens, c'est parce qu'il s'avère qu'ils ont joué un rôle prépondérant dans plusieurs grandes révoltes d'esclaves qui ont enflammé les Amériques, du XVIe siècle au XIXe siècle. Pourquoi ? Nous allons aussi le découvrir dans cet épisode. Pour finir, nous parlerons des héritages culturels que nous ont laissés ces esclaves musulmans aux Amériques et dans la Caraïbe. Bien que nos sociétés afro-américaines et caribéennes soient aujourd'hui largement christianisées, bien que nous n'ayons pas consciemment conservé la mémoire de ces ancêtres ouest-africains musulmans, leur héritage est bel et bien vivace dans nos imaginaires, et notamment nos contes et légendes traditionnels caribéens, dans nos langues, dans nos musiques, dans nos danses, et jusque dans notre cuisine. Pour commencer, quelques éléments de contexte sur l'Afrique de l'Ouest musulmane au XVIIe et XVIIIe siècle. Il est important de rappeler que l'islam est une religion très anciennement implantée en Afrique de l'Ouest. Les premières conversions documentées remontent au 8e siècle et se sont effectuées par le biais de contacts commerciaux avec des marchands musulmans qui étaient venus d'Afrique du Nord. La première conversion d'État a lieu au 11e siècle, dans le royaume du Tekrour, situé dans le nord de l'actuel Sénégal. De là, l'islam va se répandre de façon extrêmement rapide dans le sous-continent, à l'est jusqu'au Tchad et au sud jusqu'au Nigeria. Les Peuls tout couleurs sont l'une des premières populations ouest-africaines à se convertir massivement, et ils vont jouer un rôle très important dans l'expansion de l'islam dans toute la région. D'abord dans un premier temps, par le biais de leurs activités commerciales, qui les amènent à voyager un peu partout avec leurs caravanes marchandes et à diffuser le Coran sur leur passage. Puis dans un second temps, par le biais de leur expansionnisme politique et militaire. En effet, au XVIIIe siècle, des marabouts peuls, le marabout c'est le nom qu'on donne aux guides musulmans en Afrique de l'Ouest, vont déclencher de grandes révolutions islamiques, qui au terme de guerres civiles vont mener à l'instauration de puissants empires théocratiques dans la région. Le Bundu, tout d'abord, dans l'actuel Sénégal oriental, l'empire du Fouta Djallon ensuite, fondé en 1725 dans l'actuelle Guinée-Conakry, et qui sera l'entité politique la plus puissante d'Afrique de l'Ouest dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. L'empire du Fouta Toro, fondé en 1776 dans l'actuel nord du Sénégal, et enfin l'empire du Sokoto, fondé en 1804 dans l'actuel nord du Nigeria. Un point très important, les révolutions qui ont abouti à l'instauration de ces empires théocratiques étaient non seulement de nature religieuse, mais elles étaient aussi une réponse directe à l'explosion de la traite négrière dans la région, avec l'arrivée des Européens. En effet, les marabouts qui ont déclenché ces révolutions reprochaient aux leaders de leurs États de collaborer trop étroitement avec les négriers européens, au détriment de la protection de leur population. Ces marabouts, dont le plus emblématique est Karamoko Alpha Diallo, le fondateur du Fouta Djallon en Guinée, ont ainsi décidé de prendre les armes pour instaurer des gouvernements qui suivraient plus fidèlement selon eux la loi islamique, et qui auraient pour projet
de protéger au mieux leur population des razzias esclavagistes. Toutefois, ironie cynique de l'histoire, ces empires qui se sont constitués pour protéger leur population de l'esclavage ont fini par prendre part à la traite, en razziant eux-mêmes les populations voisines et en les fournissant aux négriers européens. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, le Fouta Djallon devient même le principal fournisseur en esclaves des Européens dans la région. Il faut bien comprendre que la demande insatiable des négriers européens a propulsé la traite des humains au rang de première activité économique dans la région, ce qui a profondément déstabilisé les équilibres complexes de ces sociétés. C'est un véritable cataclysme, économique, politique, social et démographique. Les razzias se multiplient, notamment grâce aux fusils que les Européens ont introduits dans la région. Pour se défendre au mieux des razzieurs qui sont armés de fusils, il faut soi-même s'armer de fusils, et donc les acheter aux Européens. Or, ces derniers n'acceptent qu'une unique monnaie d'échange, les esclaves. On en arrive donc à un cercle infernal, où pour pouvoir s'armer et ainsi protéger efficacement sa population des razzias du voisin, il faut soi-même razzier et vendre des esclaves aux Européens. C'est ce cercle infernal que les historiens appellent le Gun Slave Cycle, le cycle fusil-esclave. Plus personne n'est à l'abri d'être capturé, et la sous-région sombre peu à peu dans un véritable ensauvagement. Les Ouest-Africains musulmans sont minoritaires parmi les captifs. Les ports où ils sont déportés, à savoir ceux de la côte sénégambienne et guinéenne, ne représentent que 10% de l'ensemble du trafic sur l'ensemble de la période de la traite. 10%, ça représente tout de même 1 125 000 personnes, sur un total d'un peu plus de 12 millions d'Africains déportés aux Amériques et dans la Caraïbe. Les 90% restants sont originaires de ce que les Européens appelaient à l'époque la Côte de l'Or, qui correspond aux actuels Ghana et Côte d'Ivoire, mais aussi de la Côte des Esclaves, dans les actuels Bénin, Togo et Nigeria, et enfin de l'Afrique centrale, c'est-à-dire le Gabon, le Cameroun, le Congo et l'Angola. Dans quel pays d'Amérique et de la Caraïbe ces Ouest-Africains musulmans ont-ils été envoyés ? Eh bien, pour répondre à cette question, nous avons à notre disposition une fantastique base de données universitaire états-unienne qui s'appelle Slave Voyage. Elle est accessible en ligne, si vous maîtrisez l'anglais, je vous invite vivement à aller la consulter. Et elle recense l'intégralité des voyages transatlantiques de bateaux négriers qui ont été comptabilisés entre 1501 et 1866. Il ressort de cette base de données que les Ouest-Africains musulmans, qui sont donc identifiés comme ceux originaires des ports sénégambiens et guinéens, ces Ouest-Africains musulmans donc ont été déportés un peu partout aux Amériques. Au Brésil, au Panama, au Pérou, en Jamaïque, à Saint-Domingue, l'actuel Haïti, dans les Petites Antilles, etc. Ils sont particulièrement nombreux à avoir été envoyés aux États-Unis, où ils représentent 30% du total des déportés dans ce pays. En Guadeloupe et en Martinique, le chiffre est plus faible, car dans ces îles, le gros des esclaves était plutôt originaire de la région du Ghana, Bénin, Togo et Nigeria. En Martinique, par exemple, les Sénégambiens et Guinéens représentent à peu près 8% du total des déportés, soit tout de même 20 000 personnes sur un total de 260 000. À noter que ce chiffre, bien que faible, est en fait loin d'être insignifiant, quand on sait que la composition ethnique des esclaves était très fragmentée sur une île comme la Martinique. En Guyane française, ce sont à peu près 10 000 Sénégambiens et Guinéens qui ont été déportés sur un total de 30 000 personnes, soit tout de même un bon tiers. Bien qu'ils furent minoritaires sur le plan numérique, ces esclaves musulmans se sont illustrés notamment par le fait qu'ils étaient assez largement alphabétisés. C'est ce que nous allons voir à présent. La majorité des Africains qui ont été déportés aux Amériques ne savaient pas lire et écrire. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme expliqué précédemment, ces populations étaient majoritairement originaires d'Afrique centrale et des régions des actuels Ghana, Bénin, Togo et Nigeria, qui appartenaient à des civilisations de l'oralité, c'est-à-dire des civilisations qui n'utilisaient traditionnellement pas ou peu de système d'écriture. Mais tel n'était pas le cas pour les 10% de Sénégambiens et Guinéens déportés aux Amériques. En effet, dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest musulmanes, l'écrit était très développé du fait de l'appartenance de ces sociétés au monde islamique. Le Coran met un accent très fort
sur l'importance pour le croyant de savoir lire et écrire l'arabe, et ce quelle que soit sa langue maternelle, afin de pouvoir accéder directement au message sacré qui, selon la foi musulmane, a été révélé en langue arabe. La religion musulmane accorde également une place très importante à la poursuite des sciences et à l'exploration scientifique. C'est la raison pour laquelle, dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest, où l'islam s'est propagé, on a assisté à la multiplication non seulement d'écoles de niveau primaire, pour apprendre à lire et écrire le Coran, mais aussi d'universités islamiques, pour se consacrer à l'apprentissage approfondi de la langue arabe, des sciences naturelles, de la théologie, de la philosophie et de la jurisprudence islamique. L'alphabet arabe était utilisé en priorité, mais il y avait aussi un autre système d'écriture appelé adjami, utilisé à la fois pour l'écriture de textes savants, mais aussi pour les écrits de la vie quotidienne, comptabilité, etc. L'adjami, c'est une version dérivée et simplifiée de l'arabe, qui est adaptée à la transcription de la langue peul et des langues mandingues. De nombreuses universités islamiques existaient dans les régions des actuels Sénégal, Mali, Guinée et Nigeria, dont la plus légendaire est celle de Timbuktu, Tombouctou en version francisée. Timbuktu donc, qui se trouve dans l'actuel Mali, et dont l'université fut fondée au milieu du XIVe siècle. Je ferai très probablement un épisode sur l'histoire de cette université, parce qu'elle est tout simplement passionnante. Mais ce qu'il faut déjà retenir aujourd'hui, c'est qu'au moment de l'âge d'or de la ville de Timbuktu, au XVe siècle, on estime que sur 100 000 habitants, près de 25 000, donc le quart, étaient des étudiants et professeurs de l'université. L'université de Timbuktu était intégrée à un réseau intellectuel qui traversait l'ensemble du monde islamique, et donc elle recevait régulièrement des intellectuels en provenance d'Afrique du Nord, d'Irak, de Perse, d'Arabie, du Levant, ce sont les actuels Liban, Syrie et Palestine. Tout comme ses propres intellectuels africains étaient à leur tour reçus dans les cercles universitaires de ces pays. Mais il ne faut pas croire que l'instruction en Afrique de l'Ouest musulmane était le seul fait des élites. En réalité, le taux d'alphabétisation des paysans et des couches les plus modestes de la population était aussi très élevé, ce qui a d'ailleurs beaucoup choqué les voyageurs européens qui ont débarqué en Afrique de l'Ouest au XVIIe et XVIIIe siècle. Ils sont nombreux à avoir écrit sur ce sujet dans leurs mémoires et récits de voyage. Le taux d'alphabétisation des populations ouest-africaines musulmanes était en effet beaucoup plus élevé que celui qu'on observait à la même époque en Europe, où l'instruction resta jusqu'à la fin du XIXe un privilège très minoritaire, essentiellement accessible aux élites. C'est ainsi que dans une ville comme Timbuktu, par exemple, l'anglais Mungo Park dénombrait dans son journal de voyage à la fin du XVIIIe siècle près de 150 écoles coraniques de niveau primaire. Un autre exemple, en 1828, le baron Roger, qui est donc le gouverneur de la colonie française du Sénégal, écrit que, je cite, « Il y a des villages dans lesquels on trouve plus de nègres qui savent lire et écrire l'arabe, qui équivaut pour eux à une langue morte et savante, que de paysans dans nos campagnes françaises qui savent lire et écrire le français. » Fin de la citation. À la fin du XIXe siècle, lorsque l'administration coloniale se met en place au Sénégal, celle-ci estime ainsi qu'environ 60% de la population sénégalaise a une connaissance au moins rudimentaire de l'écriture et de la lecture en utilisant l'alphabet arabe. Autre point important, non seulement l'alphabétisation était accessible aux couches modestes de ces sociétés, mais en outre elle était aussi accessible aux femmes, certes dans une moindre mesure qu'aux hommes, puisqu'on estime que les femmes représentaient environ 20% des étudiants dans les écoles coraniques, mais ce chiffre était tout de même très largement supérieur à ce qu'on constatait en Europe à la même époque. D'ailleurs, il était assez courant que des femmes fassent des études supérieures et deviennent des intellectuels réputés. C'est le cas par exemple de la célèbre Nana Asma'u Danfodio, princesse Peul du califat du Sokoto, dans le nord de l'actuel Nigeria, qui était également poétesse et enseignante respectée. Ainsi, beaucoup des esclaves ouest-africains musulmans, déportés aux Amériques, étaient alphabétisés, voire instruits à un haut niveau. Il y a en effet un nombre important d'érudits, des marabouts donc, des imams, des oulémas, des juristes, qui ont été capturés et déportés en esclavage. Et beaucoup d'entre eux nous ont donc laissé des traces écrites exceptionnelles dans les archives. Laissez-moi vous conter l'histoire belle et tragique d'Abdulrahman Ibrahima Sori, dont vous regardez le portrait sur l'image de couverture de cet épisode. C'est en 1762, ou 1176 dans le calendrier musulman,
que Abdulrahman Ibrahima Sori vit le jour, dans la ville de Timbo, située en actuelle Guinée. Sa naissance était placée sous les meilleurs auspices. Il est le fils du grand empereur du Fouta Djallon, l'Almami Ibrahima Sori. Abdulrahman est donc destiné à prendre un jour la tête de l'entité politique la plus puissante de l'Afrique de l'Ouest au XVIIIe siècle. Dès son enfance, Abdulrahman fait montre d'impressionnantes capacités intellectuelles. Il parle plus de 4 langues et il est même admis à poursuivre ses études à l'université de Timbuktu, dans l'actuel Mali. Il s'y passionne pour les sciences islamiques. Mais à l'âge de 26 ans, il est temps pour lui d'accomplir sa royale destinée. Abdulrahman retourne au Fouta Djallon et prend le commandement de l'un des régiments militaires de son père, qui a conquis les terres des Bambara. Abdulrahman commande ainsi 2000 hommes. Il a la lourde mission d'asseoir la souveraineté du Fouta Djallon dans la région et d'encadrer le commerce d'esclaves Bambara avec les marchands européens, un commerce sinistre qui fait la prospérité du Fouta. Sombre ironie de l'histoire ou forme de justice divine, c'est au cours d'une de ses campagnes militaires, en 1788, que le prince Abdulrahman tombe dans une embuscade tendue par des Bambara. De prince, Abdulrahman deviendra esclave. Comble de l'indignité, il est vendu aux Blancs et après 3 mois d'une traversée infernale, il se retrouve aux États-Unis, dans le Mississippi. Là, il est acheté par un planteur du nom de Thomas Foster qui le met à travailler dans sa plantation de coton. Quelle humiliation, quel déchirement. Les conditions sont rudes, inimaginables. Mais Abdulrahman finit par se résigner. Il tente de trouver un peu de joie dans sa terrible nouvelle existence. En 1794, il épouse Isabella, une esclave née sur le sol américain, qui lui donnera 9 beaux enfants. Les années passent. Abdulrahman essaie d'oublier son passé, de se faire à cette nouvelle vie, qui n'est que l'ombre d'une vie, mais le destin en décide autrement. Plusieurs décennies après son arrivée aux États-Unis, Abdulrahman tombe sur un fantôme de son passé royal, un médecin anglais du nom de Cox, qu'il avait rencontré des années auparavant lorsqu'il était encore prince en Guinée. À l'époque, ce médecin anglais avait visité le Fouta Djallon, il avait été accueilli par l'empereur, le père d'Abdulrahman, en échange de cours d'anglais dispensés à ce dernier. Quelle n'est pas la surprise de Cox de reconnaître dans cet esclave le prince qu'il avait connu de l'autre côté de l'Atlantique. Cox décide d'essayer de racheter Abdulrahman pour le faire libérer, mais le propriétaire d'Abdulrahman, Thomas Foster, refuse. Abdulrahman est très instruit, intelligent. Il est devenu bien trop utile à la gestion de sa plantation. Et puis, qu'est-ce que c'est que ces sornettes de prince africain ? Non. Thomas Foster est catégorique. Aucune somme d'argent que pourrait lui offrir Cox ne remplacera Abdulrahman. Mais Cox ne va pas s'arrêter là. Il va publiciser l'histoire d'Abdulrahman, ce qui permettra à celui-ci, en 1826, de faire parvenir une lettre au président des États-Unis, John Adams. Comme Abdulrahman écrit en arabe, ses contemporains croient à tort qu'il est nord-africain, et bientôt le consulat du Maroc se retrouve à intervenir dans l'affaire pour demander au président de faire libérer son ressortissant. 3 ans plus tard, après une importante mobilisation diplomatique et médiatique qui déchire l'opinion publique américaine, Abdulrahman et son épouse Isabella sont enfin libérés. Mais leur bonheur n'est pas encore complet. Leurs enfants sont restés esclaves. Abdulrahman n'est pas arrivé jusque-là pour baisser les bras. Il décide de capitaliser sur sa renommée médiatique et il se lance avec Isabella à corps perdu dans une campagne de levée de fonds pour pouvoir racheter leurs enfants et financer leur voyage de retour en Guinée. Au cours de cette campagne, il rencontre même le président en personne. Malheureusement, après 10 mois de campagne acharnée, Abdulrahman et Isabella n'ont toujours pas récolté assez d'argent pour libérer leurs enfants. Il leur manque encore au moins la moitié de la somme. Ils décident de changer de stratégie.
ils partiront pour la Guinée. Ils feront libérer leurs enfants depuis là-bas grâce à l'argent de la famille d'Abdulrahman. Alors, ils partent. Et, après 3 mois de traversée interminable, ils débarquent au Libéria. Plus de 40 ans se sont alors écoulés depuis la capture d'Abdulrahman au Fouta Djallon. Qu'a-t-il pensé lors de cette traversée de l'Atlantique dans l'autre sens ? Quelles étaient ses pensées, ses émotions ? Ses retrouvailles avec le sol africain ont dû être émouvantes à un point inimaginable. Mais il n'y a pas de temps à perdre en sentimentalisme. Dès son arrivée, Abdulrahman fait envoyer une lettre au Fouta Djallon pour demander à sa famille de faire parvenir de l'or, afin de faire libérer ses enfants. Hélas, le temps que la lettre soit reçue au Fouta Djallon, Abdulrahman tombe malade. 4 mois après son arrivée, il décède. Il avait 67 ans. Coincé au Libéria, il n'aura jamais revu son Fouta Djallon natal. On ignore ce qu'est devenue sa femme, Isabella, qui était née sur le sol américain et qui était donc une étrangère en Afrique. Quant à leurs enfants, l'or ne fut jamais envoyé aux États-Unis. Et leurs enfants restèrent donc esclaves au Mississippi. Très probablement, il y a donc aujourd'hui, aux États-Unis, des Afro-Américains qui descendent d'Abdulrahman, le prince Peul du Fouta Djallon, à l'histoire aussi belle que tragique. Il y a encore beaucoup d'autres récits de ce type, notamment celui d'Ayouba Souleymane Diallo, un imam du Fouta Toro dans l'actuel Sénégal, qui fut capturé et vendu à la Jamaïque en 1777, mais qui, contrairement à Abdulrahman, réussit finalement à rentrer dans son pays natal. Je vous invite à aller découvrir ces récits, ainsi que les portraits et les photographies de leurs protagonistes, sur la page Instagram et sur le site internet de la Griotte Vagabonde. C'est la fin de la première partie de cet épisode consacré aux esclaves ouest-africains musulmans aux Amériques et dans la Caraïbe. Retrouvez-moi dans la deuxième partie de cet épisode pour continuer à explorer ensemble cette histoire fascinante. Nous découvrirons notamment quelles ont été les stratégies de résistance de ces ouest-africains musulmans une fois asservis aux Amériques et dans la Caraïbe. Nous parlerons enfin des héritages culturels qu'ils nous ont légués. Comme annoncé, avant de nous quitter, je vous propose un court voyage poétique dans l'univers d'un ou d'une artiste afrodescendante ou extra-européenne. Dans cet épisode, c'est avec Léonora Miano que nous voyageons, une magnifique romancière franco-camerounaise. Née à Douala en 1973, Léonora Miano arrive en France en 1991 et elle y vit depuis. Dans ses romans, elle explore les thématiques de l'identité africaine et afropéenne contemporaine. Le roman dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le merveilleux La Saison de l'ombre, qui est paru en 2013 et qui a obtenu le prix Femina. La Saison de l'ombre se déroule en Afrique centrale au XVIIIe siècle et raconte l'histoire de la traite négrière transatlantique du point de vue d'un village africain dont les fils ont disparu, enlevés par les razzias négrières et déportés aux Amériques. Bien que ce récit soit fictif, Léonora Miano s'est très minutieusement documentée sur la réalité historique de l'époque et sur les cultures et traditions de cette région d'Afrique centrale dont elle est elle-même originaire, de sorte que le roman est très réaliste. À travers cette œuvre, Léonora Miano cherche à répondre à la question suivante. Quelle mémoire l'Afrique a-t-elle conservé de cette tragédie qu'est la traite transatlantique ? De cet arrachement, comment se souvient-elle de cet arrachement qui lui a ôté ses enfants ? Permettez-moi de vous lire un extrait que je trouve très émouvant, parce qu'il incarne à merveille l'idée directrice de la Griotte Vagabonde, à savoir celle d'une diaspora noire, résiliente, reliée par des fils invisibles
de part et d'autre de l'Atlantique. L'ancienne demande ce que l'on peut devenir sans le secours des ancêtres, sans reconnaître sur le sol l'empreinte de leur passage. Comment avancer si d'autres n'ont pas déjà tracé un chemin ? La femme lui répond que les aïeux ne sont pas hors de soi, mais en soi. Ils sont dans le roulement des tambours, dans la manière d'accommoder les mets, dans les croyances qui perdurent, se transmettent. Ceux qui les ont précédés sur la terre des vivants habitent la langue qu'elle parle en ce moment. Elle sera transformée au contact d'autres langages qu'elle imprégnera autant qu'ils la rempliront. Les ancêtres sont là. Ni le temps, ni l'espace ne leur sont des limites. Aussi résident-ils là où se trouve leur descendance. Un grand nombre des nôtres ont péri, ajoute-t-elle. Mais tous ne sont pas morts. Là où ils ont été emmenés, ils font comme nous. Même à voix basse, ils parlent notre langue. Et lorsqu'ils ne peuvent la parler, elle demeure le véhicule de leurs pensées, le rythme de leurs émotions. La femme dit que l'on ne peut dépouiller les êtres de ce qu'ils ont reçu, appris, vécu. Eux-mêmes ne le pourraient pas s'ils en avaient le désir. Les humains ne sont pas des calebasses vides. Les ancêtres sont là. Ils planent au-dessus des corps qui s'enlacent. Ils chantent lorsque les amants crient à l'unisson. Ils attendent sur le seuil de la case où une femme est en travail. Ils sont dans le vagissement, dans le babil des nouveau-nés. Les tout-petits racontent les sphères de l'esprit qu'ils ont connues avant d'être parmi nous. Si nous pouvions les comprendre, nous saurions quelles vieilles âmes logent dans ces corps neufs. D'ailleurs, nous le savons parfois. Nous le voyons, si nous sommes attentifs. Les enfants grandissent, apprennent les mots de la terre, mais le lien avec les contrées de l'esprit demeure. Les ancêtres sont là, et ils ne sont pas un enfermement. Ils ont conçu un monde. Tel est leur legs le plus précieux, l'obligation d'inventer pour survivre. C'est ici que prend fin notre vagabondage. J'espère que vous avez apprécié le voyage. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, notamment sur la page Instagram, pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode et pour prolonger ensemble la discussion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vagabondage.